Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format de rencontre santé, 20 minutes pour répondre à des questions de santé publique que vous êtes peut-être déjà posées. Aujourd'hui, nous allons parler des étiquettes que l'on trouve sur les produits pour bébés. Nous allons parler des étiquettes alimentaires et également les étiquettes que l'on peut lire sur les produits cosmétiques pour bébés. Comme vous avez pu le constater, on trouve un certain nombre d'informations sur ces étiquettes qui peuvent aller de la liste d'ingrédients. On peut voir également l'origine du produit, les modalités de conservation de ce produit. On trouve également des logos, des labels, tout un tas d'informations qui peuvent un petit peu nous perdre dans la lecture. Ce qui fait que nous allons nous poser la question suivante. Comment faire le choix du produit qui sera bon pour la santé de notre bébé, que ce soit un produit alimentaire ou un produit cosmétique? Pour ce faire, je suis donc accompagnée de Claire Fléchon, qui travaille pour la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté. Claire est conseillère en nutrition. Donc Claire, bonjour. Tu vas donc nous accompagner pour mieux lire, mieux comprendre ces étiquettes. Dans un premier temps, on va se consacrer plutôt aux étiquettes alimentaires. Donc comment faire les bons choix pour pouvoir adopter une alimentation plus saine et équilibrée pour les tout petits. Et donc, première question pour toi, est-ce que tu peux nous indiquer, nous dire ce que signifient les indications que l'on peut trouver sur les étiquettes et surtout ce qu'elles nous apprennent? Alors oui, Elodie, on peut trouver une multitude d'informations sur les étiquettes alimentaires pour bébés et même les étiquettes alimentaires d'une manière globale. On va retrouver la liste des ingrédients, le poids, la provenance, des labels, donc les logos, la date limite de consommation, le Nutri-Score, plein d'informations. On va retrouver donc la liste des ingrédients qui vont nous renseigner sur la composition de l'aliment qui rentre dans la fabrication donc du produit en question. Plus elle est courte, cette liste, mieux c'est. Cette liste est classée par ordre décroissant, c'est-à-dire que le premier ingrédient que l'on va trouver sur cette liste, c'est celui qui est en plus grande quantité. Donc on va privilégier des aliments simples. Si on retrouve par exemple en premier ingrédient sucre ou eau, c'est peut-être pas forcément l'aliment en fait à préférer. La liste des ingrédients est très importante aussi si votre bébé présente des allergies alimentaires. On a l'obligation de mettre tous les allergènes et les produits qui peuvent susciter des allergies qui sont rentrés dans la composition, enfin dans la fabrication de cet aliment. La liste des ingrédients, c'est obligatoire. On peut aussi trouver en complément, il y a un tableau de valeur nutritionnelle qui est obligatoire pour les produits en fait emballés, préemballés, les produits plus industriels. Le tableau de valeur nutritionnelle permet de renseigner sur les nutriments contenus dans l'aliment, enfin dans le produit en question. Donc on va pouvoir retrouver les grandes classes de nutriments comme les glucides, donc les sucres, les protéines et les lipides. Quelquefois, on peut même avoir des informations complémentaires comme des acides gras insaturés dans les lipides, les sucres également, donc la mention dont sucre, parce qu'on a les glucides qui sont donc la grande famille des sucres, et on a aussi les sucres du coup, où là c'est vraiment le produit vraiment sucré. Dans le tableau de valeur nutritionnelle, on va en fait renseigner le pourcentage de nutriments contenus en fait pour 100 grammes de produit. Quelquefois, on peut avoir aussi la valeur par portion, mais souvent, en fait, c'est par 100 grammes ou 100 millilitres de produit. On peut retrouver aussi sur un emballage d'aliments des allégations nutritionnelles. Donc, les allégations nutritionnelles, par exemple, qui vont renseigner si l'aliment il va être pauvre en sel, riche en fibres, qui peuvent être des bonnes indications aussi pour choisir le produit pour bébé. On va trouver aussi la date limite de consommation ou la date de durabilité minimale. Donc, la date de limite de consommation, c'est la date à partir de laquelle le produit en fait ne peut plus être consommé. Et on va trouver aussi la date de durabilité minimale qui en fait c'est la date à partir de laquelle les qualités organoleptiques des aliments, donc c'est-à-dire tout ce qui est texture ou goût, peuvent être altérées, mais ça ne pose pas de problème en fait en termes de santé. On peut consommer le produit contrairement à la date limite de consommation. C'est ça, d'accord. Exactement. Le seul risque, c'est peut-être que l'aliment du coup, n'est pas tout à fait, comme tu le disais, la même texture, tout à fait le même goût, mais il n'y a pas de risque pour la santé de consommer un aliment au-delà de cette date. C'est ça. Ok. Et puis enfin, on peut trouver assez souvent maintenant le Nutri-Score. Donc le Nutri-Score en fait a été élaboré par une grande équipe en fait de scientifiques internationales, chercheurs, médecins, nutritionnistes, etc. pour
permettre en fait au consommateur de choisir entre plusieurs aliments. Il va notamment permettre de comparer des aliments entre eux, enfin de la même catégorie, par exemple compote pour enfants ou céréales pour enfants. Donc voilà, faire vraiment en fait le choix et savoir un petit peu comment on se repère parmi ces différents types d'aliments. Et puis aussi au travers, par exemple, vraiment une même catégorie d'aliments, mais de plusieurs marques différentes. Ça va permettre voilà, de faire en fait le choix. Ça sert à rien, par contre, de comparer un Nutri-Score, je dis n'importe quoi, voilà, entre une compote et, par exemple, un plat préparé, où là, c'est pas le même type d'aliment. On ne C'est peut comparer le Nutri-Score que sur des produits équivalents. Oui. Mais pas, d'accord. Ou alors aussi, par exemple, sur une même gamme de repas. Par exemple, on peut comparer des aliments qui peuvent être différents, mais par exemple, qu'on peut consommer pour le déjeuner ou pour le petit déjeuner ou pour le goûter. D'accord. Donc, pour les bébés, par exemple, on pourra comparer d'un petit pot à un autre, peut-être sur un même repas, ou est-ce qu'on peut comparer oui, tout à fait. un plat, peut-être un petit pot qui sera peut-être plus salé par rapport à une compote? Oui. C'est possible Le également? Nutri-Score, en fait, va permettre quand même de faire ces choix-là. D'orienter les choix. Oui. D'accord, parfait. Donc je vois, Claire, tu nous as parlé effectivement de la liste des ingrédients, tu nous as parlé des valeurs nutritionnelles. Là, on voit un petit peu avec le Nutri-Score. Quels sont les éléments, les indications sur lesquels on doit plutôt se focaliser, on doit porter notre attention pour faire notre choix? Tu viens de nous le dire, le Nutri-Score peut être un des éléments qui nous permet de faire un choix. Est-ce que entre tout ce que tu nous as dit, entre les valeurs nutritionnelles et la liste d'ingrédients, est-ce qu'il faut qu'on porte notre attention plus sur un élément que sur un autre? Alors, c'est vrai que le tableau des valeurs nutritionnelles est très intéressant parce qu'il va permettre donc de renseigner, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les différents nutriments. Donc, savoir voilà si l'aliment en fait est riche en graisse, en sucre, en protéines, en sel, etc. Donc là, on est sur les nutriments. Ce que tu viens de lister, ce que l'on appelle nutriments, revêt voilà les glucides, les lipides, les protéines. Oui, en fait, un nutriment, on va en fait catégoriser un nutriment on va dire en deux parties. On a les glucides, les lipides, les protéines qui vont être des nutriments, donc des composants essentiels en fait dans notre alimentation, des éléments qui sont apportés par notre alimentation, qui apportent de l'énergie, des calories. Et puis on va avoir aussi les vitamines, les fibres, les minéraux et l'eau, qu'on peut considérer aussi comme nutriments parce qu'ils sont essentiels pour le bon fonctionnement de notre organisme. D'accord. Mais c'est vrai que la liste des ingrédients n'est pas à mettre à part, puisque elle va renseigner, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, sur éventuellement des potentiels allergènes, si bébé présente des allergies alimentaires. Et puis, vraiment, en fait, ces deux sont à mettre en comparaison. Je prends un exemple. Vous allez trouver un plat préparé qui a plutôt des bonnes valeurs nutritionnelles, qui correspond bien aux recommandations. Mais en fait, si on se penche un petit peu plus sur la liste des ingrédients, là, on peut voir des sucres ajoutés ou alors des additifs, etc. Et ça ne figure pas sur le tableau des valeurs nutritionnelles. Donc, quelquefois, vraiment, ces deux, si on a la chance d'avoir les deux sur l'emballage, c'est bien de les mettre en perspective. C'est bien de les mettre en parallèle et de prendre en compte en fait ces deux éléments. D'accord, parfait. Donc, je t'ai entendu parler de glucides, de lipides. Comment on peut savoir si l'aliment n'est pas justement trop riche ou pas assez riche en nutriments? Et donc, est-ce que l'aliment va avoir trop de glucides ou trop de lipides? Est-ce qu'il existe des références pour qu'on puisse se baser, qu'on puisse faire un choix éclairé sur l'aliment et ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé? Alors oui, il existe des recommandations, donc comme pour l'adulte, pour les bébés. C'est vrai que du coup, dans un aliment, on va retrouver plein de nutriments. On peut considérer, si on commence par les sucres, qu'un aliment est sucré quand il va dépasser 10 à 15 grammes de sucre pour 100 grammes de produit, donc 10%. Attention, quand je dis sucre, je ne parle pas des glucides, parce que donc dans un tableau nutritionnel, on va voir glucides, et en dessous, on a souvent une mention don sucre. Donc c'est celle-ci qu'il faut regarder, donc parce que le don sucre, c'est vraiment des sucres, c'est vraiment le sucre plutôt rapide, alors que le glucide va englober les sucres complexes, donc les féculents, etc., et les sucres rapides. Donc voilà, à peu près 10... Il faut discerner entre les sucres rapides
et les sucres? Oui, bien sûr, oui, oui. Ils n'ont pas le même impact, en fait, au niveau de l'organisme. Et puis, pour bébé n'a pas besoin, en fait, de sucre ajouté, surtout pas, par exemple, avant 1 an. Ça fait partie des recommandations. Avant les 1 an de bébé, il n'est pas nécessaire, en fait, de donner des confiseries ou du sucre ajouté, à part celui, voilà, contenu naturellement dans les fruits ou dans les aliments. Donc, en termes de recommandations pour les sucres, donc hormis les sucres contenus naturellement, par exemple, dans les fruits, les recommandations pour un bébé de moins d'1 an, c'est 10 à 20 grammes de sucre par jour. Donc, ça représente environ 2 à 4 morceaux de sucre. Un morceau de sucre, c'est 5 grammes, un petit peu pour, voilà, pour comparer. Et entre 1 et 3 ans, on est plus entre 15 et 30 grammes de sucre voilà, par jour. Concernant les lipides, donc les lipides, ce sont les graisses contenues dans les aliments. Là, on considère qu'un aliment va être riche en gras quand ça va dépasser 15 à 20 grammes de graisse pour 100 grammes de produit. Donc là, attention à remettre aussi dans son contexte. C'est pas, il faut pas écarter tous les aliments qui dépassent 15 à 20 grammes de graisse. Le fromage, par exemple, c'est un aliment qui est riche en graisse, mais qui est intéressant d'un point de vue nutritionnel. En termes de recommandations par rapport aux lipides, on recommande en fait, à partir de la diversification de bébé, d'intégrer de l'huile non chauffée ou du beurre frais, 1 cuillère à café environ voilà, par repas. Donc concernant les recommandations en termes de protéines, donc viande, poisson, œufs, on retient en fait que c'est 10 grammes de protéines en fait par jour par année. Donc c'est-à-dire que depuis le début de la diversification jusqu'au 1 an en fait de bébé, on est à 5 grammes environ par jour. Donc ça représente à peu près 1 cuillère à café, c'est vraiment pas beaucoup. Oui. Et puis ensuite 1 an à 2 ans, on est à 10 grammes par jour de protéines, donc environ 2 cuillères à café, etc., etc. En fait, on peut même dire qu'on peut rajouter 5 grammes tous les 6 mois. Et pour ce qui est du sel, donc là le sel c'est comme le sucre, on va éviter de rajouter en fait du sel avant les 1 an de bébé. Les aliments qu'on va donner à bébé, même le lait maternel ou même le lait en poudre est déjà salé. Naturellement salé. Ouais, donc il n'y a pas besoin de rajouter en fait du sel, en tout cas pas avant les 1 an de bébé. Et puis après, en termes de recommandations, on considère en fait qu'un aliment est pauvre en sel quand il contient, donc pour 100 grammes de produit, entre 0 et 0,3 grammes de sel. Entre 0,3 et 1,5 g de sel, donc pour 100 grammes de produit, on va dire que c'est acceptable, et au-dessus d'1,5 g, c'est trop salé, donc Trop à riche éviter. en sel. Mais pour bébé, du coup, on va être même plus vigilant. Donc déjà, avant 1 an, on évite de rajouter du sel. Et puis, à partir d'1 an, on est sur à peine 1 cuillère à café de sel, en fait, par jour. Mais vraiment à peine 1 cuillère à café. Donc environ, oui, 1 gramme maximum de sel par jour pour bébé. Donc attention aussi, sur certains tableaux de valeurs nutritionnelles, on peut aussi avoir une approche par portion. Donc on a forcément les valeurs nutritionnelles pour 100 grammes de produits, mais on peut avoir aussi par portion. Donc ça peut être des données intéressantes pour voir sur la portion combien de grammes de nutriments on va retrouver dans l'aliment, mais ça peut être aussi des fois intéressant de croiser avec l'approche 100 grammes par produit. Donc, si je comprends bien, Claire, on évite de rajouter du sel et du sucre avant les 1 an de bébé. On se Tout à fait. contente de seulement de l'aliment et des références que tu as pu nous donner. Par rapport à ça, que doit-on penser des plats préparés? Est-ce qu'on peut donner des plats préparés à son bébé sans danger, sans avoir des aliments qui soient trop riches en nutriments? Alors là, on est vraiment dans le cadre d'une alimentation pour bébé. Lorsqu'on s'intéresse vraiment aux plats préparés, les petits pots vraiment sur le début de la diversification, en général, ils sont plutôt bien, c'est-à-dire que ils vont être très simples. C'est-à-dire que je vais prendre par exemple un petit pot de carottes sur le début vraiment de la diversification de bébé. En général, ça contient carottes. Donc là, très bien. Il n'y a pas de problème en fait par rapport à ça. Donc bien quand même vérifier toujours au cas où voilà la liste des ingrédients pour être sûr que il n'y a pas de sel ajouté, etc. ou d'autres ingrédients. Ça peut se complexifier quand on est dans une diversification un petit peu plus avancée, quand on commence à introduire un peu plus de texture sur des plats plus élaborés. Où là, forcément, on va trouver des additifs, peut-être du sucre, des agents texturants, du sel, etc. Donc là, on va s'attarder sur la liste des ingrédients, les valeurs nutritives comme cité précédemment. Donc on peut s'intéresser aux plats préparés, mais faut peut-être pas en abuser. Ils sont peut-être davantage donc plus riches en nutriments et donc ça peut dépanner.
mais ne pas Exactement. En fait, abuser. ça peut dépanner. Regardez les étiquettes qui peuvent être très utiles parce qu'il y a certains plats qui peuvent être voilà très bien. On peut regarder aussi par rapport au Nutri-Score. Après, bien sûr que d'une manière générale, on va préférer en fait des aliments simples. Oui, préparés, faits maison. Mais oui, ça peut être du dépannage. Si on regarde les étiquettes, il peut ne pas y avoir de grands dangers. Dans les plats préparés pour bébé, il faut aussi s'intéresser aux additifs, même si c'est très réglementé. Les additifs sont des composants qu'on va rajouter aux aliments pour améliorer la texture, Le goût, en peut-être? exauceur de goût, etc. Des agents texturants, donc qui sont souvent utilisés en fait dans l'industrie agroalimentaire. Pour rendre l'aliment plus sympathique. C'est ça. Il faut quand même faire attention à certains additifs. On va faire attention notamment aux E200, E203 qui vont être présents notamment dans des boissons aromatisées. Aussi être vigilant aux E250, E251, E252 qui renvoient en fait aux nitrites de sodium, etc. qui sont pas forcément à privilégier. Voilà, attention à ceci. Il y a une enquête menée en fait par l'association CLCV, donc c'est Consommation, Logement et Cadre de Vie, qui a mis en lumière que près d'un tiers des produits pour bébés renfermaient une quantité trop importante de sucre et près de 38% aussi d'entre eux avaient des additifs dans leurs produits. Donc c'est vrai que c'est quand même présent, surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les aliments présents un peu plus tard dans la diversification alimentaire. Moins de risques de 0 à 1 an. On retrouve moins ces additifs. En général, oui. On est sur des aliments plus simples sur le début de la diversification. On peut retenir aussi que 9 additifs seraient à proscrire, comme le mannitol, l'hydroxyde de potassium ou des monodiglycérides d'acide gras. Qu'on retrouve inscrits de cette façon-là sur les étiquettes? Oui, alors après, ils sont aussi connus sous les mentions de E400 et quelques ou E525 par exemple. On a beaucoup parlé des étiquettes alimentaires, donc des produits alimentaires pour bébés. Qu'en est-il des étiquettes qu'on peut lire sur les produits cosmétiques? Qu'est-ce qu'on peut lire? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces étiquettes? Et idem, qu'est-ce qui doit retenir notre attention sur ces étiquettes de produits cosmétiques pour bébés? Tout d'abord, il faut garder à l'esprit que la législation européenne en termes de cosmétiques est l'une des plus exigeantes au monde. L'objectif en fait des fabricants, c'est quand même de limiter les dangers, les risques pour la santé humaine. Et il y a encore plus de restrictions pour les produits pour bébés, évidemment. Surtout que la peau d'un bébé est très immature. Elle peut absorber jusqu'à 3 fois plus de produits que la peau d'un adulte. Donc c'est pour ça qu'il faut être d'autant plus vigilant. Ce qui est compliqué avec les substances, les produits qui sont contenus dans les cosmétiques, c'est que il y en a plein en fait qui ne font pas l'objet de consensus scientifique, un petit peu comme les additifs, etc. Donc on va adopter le principe de précaution. Donc il y a quand même des éléments, des substances en fait à éviter. Globalement, quand même, ce qu'on peut dire, c'est que on peut quand même se référer à certains labels, comme les labels bio, qui sont soumis quand même à des exigences beaucoup plus strictes. Après, on peut retrouver d'autres labels, comme des labels plutôt éco, donc qui garantissent une meilleure santé environnementale, hein, qui réduisent l'impact sur l'environnement. On peut essayer voilà, de regarder en fait les étiquettes et les mentions comme ça sur les produits cosmétiques. Néanmoins, on peut faire attention à certains produits comme des conservateurs. Donc là, on va retrouver tout ce qui est parabènes, triclosan, triclocarban, qui sont en fait des produits qui vont être irritants pour la peau. Donc on peut surveiller notamment les conservateurs contenus dans les cosmétiques, par exemple les parabènes, pyroxynolamines, les triclosans ou triclocarban, ou aussi les MIT ou MCI. Attention aussi à tous les parfums ou les colorants, on va éviter pour bébé. Ce sont vraiment en fait des plus qui n'ont pas vraiment d'utilité. Pas d'intérêt et plutôt un côté néfaste pour la santé finalement. C'est ça, ça peut irriter la peau, etc. Bébé peut aussi faire des réactions allergiques. Donc voilà, parfum, colorant, si possible, on évite. Attention également aux perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens vont perturber le fonctionnement hormonal, donc ils sont vraiment à proscrire, surtout sur ces périodes-là de développement de bébé. Donc tous les composants qui vont commencer par les benzos, méthoxy, etc., les phtalates également, sont à proscrire. On va être vigilant aussi à tout ce qui est tensioactif, donc là on est sur les agents moussants,
Donc les sodium lauryl ou laureth sulfate, myrète sulfate, lauryl sulfate. Donc ça, ce sont des... on aime bien quand ça mousse, hein, mais il y a pas... c'est pas parce que ça mousse plus que ça lave plus. Donc c'est une idée reçue. Donc on peut... voilà, on peut faire attention à ces produits-là. Attention aussi aux produits qui vont commencer par PEG, PPG ou EDTA, qui ont un processus de fabrication polluant, donc qui sont pas bons pour la peau et ni pour l'environnement. Et enfin, on peut écarter aussi toutes les huiles et cires minérales, tout ce qui est paraffine par exemple et dérivés, qui sont issus de la chimie du pétrole, qui vont empêcher la peau de respirer. Donc ce sont aussi des produits que l'on va éviter. Alors nous venons de le voir, la lecture d'étiquettes n'est pas forcément quelque chose de aisé. Beaucoup d'informations figurent sur ces étiquettes. Ce qu'on peut retenir par rapport aux étiquettes alimentaires, peut-être deux informations principales à retenir. L'une qui va s'adresser plutôt sur la partie valeur nutritionnelle, où on retrouve des informations en lien avec les calories, les nutriments dont tu nous as parlé. Est-ce que l'aliment est trop riche ou pas assez en nutriments, donc peut-être avec une attention sur les glucides, tu nous as parlé des lipides également. Et puis l'autre information aussi essentielle à retenir, c'est la liste des ingrédients qui est valable aussi bien pour l'aliment que pour finalement le produit cosmétique. La liste des ingrédients va donc, comme tu nous l'as expliqué, nous donner la qualité du produit et nous expliquer ce qu'on retrouve aussi bien dans la fabrication que dans le produit fini que l'on va pouvoir consommer. Ce que l'on peut recommander à notre auditoire, c'est peut-être de privilégier le fait maison. C'est valable aussi bien sur de l'alimentaire que sur les produits cosmétiques. Tu nous as cité en exemple la fabrication du liniment. Également, en deuxième point, ce que l'on peut conseiller, c'est d'avoir recours, si c'est possible, aux produits bio. Le prix et la marque n'est pas forcément non plus un gage de qualité par rapport aux produits pour bébé que l'on pourrait choisir. Et puis concernant les étiquettes, on l'a vu, dans la lecture d'étiquettes, plus une étiquette sera longue par rapport à ses ingrédients, moins bien c'est. Donc attention lorsqu'on lit une étiquette et on fait référence aux ingrédients. Et enfin, peut-être prêter attention davantage au label. Tu nous as cité le Nutri-Score, mais ça peut également être des éco-labels. Autant aller vers ce type de produit dans les choix éclairés que l'on peut faire. Merci pour votre écoute et rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour découvrir d'autres vidéos sur d'autres thèmes de santé publique. On va en fait catégoriser un nutriment on va dire en deux parties. On a les glucides, les lipides, les protéines qui vont être des nutriments, donc des composants essentiels en fait dans notre alimentation, des éléments qui sont apportés par notre alimentation, qui apportent de l'énergie, des calories. Et puis on va avoir aussi les vitamines, les fibres, les minéraux et l'eau, qu'on peut considérer aussi comme nutriments parce qu'ils sont essentiels pour le bon fonctionnement de notre organisme. D'accord.